Il faut savoir qu'il a une cote de popularité qui gravite depuis un certain temps autour des 40%, ce qui effectivement est assez bas, mais pas si surprenant que ça si on compare par exemple à Donald Trump au même moment. Cette impopularité est notamment le produit de la forte polarisation de la vie politique américaine depuis plusieurs années. En fait, si on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que 90% des républicains vont désapprouver l'action de Joe Biden, alors que 80% des démocrates vont plutôt approuver son action. Et donc on retrouve là des logiques partisanes assez classiques. Ce dont il pâtit particulièrement, c'est de la mauvaise image dont il jouit à cause de son âge. On a tous en tête les images de vidéos où il a pu faire des gaffes, où il semble assez confus, où il a trébuché sur scène aussi. Et c'est quelque chose qui dans la perspective d'une élection où un président doit un peu donner une image de leadership assez forte, va être assez retenu contre lui. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pronostics sur que donnerait un affrontement potentiel entre Biden et Trump dans un an, et on se rend compte qu'il y a vraiment un coude à coude. Je pense qu'il faut être assez prudent quand même. Aujourd'hui on est très tôt dans le calendrier de la campagne et je pense que beaucoup de choses peuvent arriver d'ici un an. C'est vrai que c'est un peu une sorte de petite musique qui s'est mise en route, effectivement, de décrier beaucoup de Joe Biden sur sa maladresse physique, qui serait le symptôme d'une maladresse et d'un manque de lucidité mentale. Effectivement, on a vu Donald Trump singer Joe Biden, notamment sur scène. Bien sûr, c'est quelque chose qui est amplifié, et le fait est que Trump lui-même n'est pas beaucoup plus jeune que Joe Biden. Alors le fait est qu'il y a un âge minimum, il faut avoir minimum 35 ans pour être élu président aux États-Unis, mais il n'y a pas d'âge maximum. Et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est tellement débattu. Si on voulait mettre ce genre de règles, de limites, c'est quelque chose qu'il faudrait probablement inscrire dans la Constitution des États-Unis. Ce serait un effort constitutionnel extrêmement important à fournir. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'élus aient vraiment envie de s'engager dans cette voie. C'est vrai de Joe Biden, de Donald Trump, c'est aussi vrai de beaucoup, de nombreux élus au Congrès. On a un peu l'impression que les États-Unis sont devenus la première gérontocratie du monde, dans un sens. Il faut savoir que traditionnellement, les carrières politiques sont très longues aux États-Unis. Il n'est pas rare de voir des carrières politiques de certains élus du Congrès durer 30 voire 40 ans. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières semaines, par exemple, il y a une personnalité républicaine qui s'appelle Mitt Romney, qui est aujourd'hui sénateur de l'Utah et qui en fait est connu pour avoir été l'adversaire de Barack Obama en 2012 pour l'élection présidentielle, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas, justement parce qu'il faut désormais laisser place aux jeunes. Et c'est vrai que ça semble être un discours extrêmement sensé. Ce manque de renouvellement, il est notamment dû au fait que les élus en place vont bénéficier de ressources en termes de capital politique, de capital financier, qu'il est beaucoup plus difficile à mobiliser quand on est jeune en politique. Et par exemple, si on pense à l'élection de la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez en 2018 à la Chambre des représentants, ça avait été une sorte de pavé dans la mare chez les démocrates, parce que sa première victoire, ça avait été justement de remporter l'élection de la primaire contre un élu démocrate déjà en place, qui justement pouvait mobiliser ses ressources financières et politiques. Et là, donc voilà, on a vraiment assisté à une forme de renouvellement, mais qui a vraiment surpris tout le monde. Peut-être un deuxième élément d'explication, c'est aussi le fait que le calendrier électoral est extrêmement soutenu aux États-Unis, notamment celui de la Chambre des représentants, où il y a des élections tous les 2 ans, ce qui fait que en fait, dès que quelqu'un est élu au Congrès, il ou elle va avoir en tête la prochaine élection qui finalement est extrêmement proche, et c'est donc une forme de campagne un peu perpétuelle qui peut-être ne favorise pas l'émergence de nouvelles personnalités, puisqu'il y a très tôt la mise en place d'une machine de campagne, la mise en scène des prouesses physiques des politiques aux États-Unis. C'est quelque chose qui est régulièrement mis en place dès la présidence Kennedy. L'argument de la fitness du président est quelque chose qui devient assez important dans la mise en scène, dans la communication électorale. Quand on interroge les démocrates sur l'âge de Joe Biden, c'est un des éléments de réponse, un des éléments de langage qui va revenir très rapidement. Le fait que certes
certes, il est âgé, mais il tient la cadence. On parlait à une époque aussi énormément de l'entraînement quotidien de la juge à la Cour suprême, aujourd'hui décédée, Ruth Bader Ginsburg, qu'elle avait une routine de fitness extrêmement développée et qui, malgré le fait qu'elle avait près de 90 ans, faisait qu'elle était toujours en forme physiquement et donc en forme mentalement pour mener à bien son mandat politique. On a beaucoup parlé effectivement d'éventuelles alternatives à Joe Biden au sein du Parti démocrate. En tout cas, il y a eu beaucoup de spéculations. Aujourd'hui, c'est très peu plausible. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici un an et en réalité d'ici le mois de janvier. Il faut savoir que c'est la tradition en fait aux États-Unis que le président en place concourt pour sa propre réélection et le fait que effectivement Joe Biden soit à nouveau candidat à sa réélection, puisqu'il a fait une vidéo de campagne il y a quelques mois, ça bloque le champ démocrate dans un sens. Il y a eu des velléités par exemple voilà, de considérer que la vice-présidente Kamala Harris pourrait faire figure de remplaçante, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose dont on n'entend plus vraiment parler et ce serait vraiment perçu en tout cas comme un acte de défiance d'avoir des candidatures vraiment alternatives à Joe Biden au sein du Parti démocrate, même si voilà, à nouveau d'ici quelques mois, si par exemple il a des problèmes de santé ou s'il y a une forme d'usure du pouvoir qui se fait trop ressentir, il y a des noms, hein, il y aurait des personnes qui pourraient émerger, mais pour l'instant c'est vrai que c'est pas le chemin que ça prend. Kamala Harris, c'est ce qu'on dit, n'a pas forcément beaucoup imprimé depuis la présidence Biden. Et il faut savoir aussi que Biden lui a pas forcément fait beaucoup de cadeaux et lui a donné des tâches assez compliquées, notamment la question de l'immigration, qui on le sait est un chantier extrêmement compliqué à mener à bien. Ce n'est pas un enjeu sur lequel elle a pu particulièrement briller. Après, aujourd'hui, elle fait activement campagne pour Joe Biden, donc même si on a l'impression qu'on la voit pas énormément dans les médias, sur le terrain, elle est quand même très présente. Et en fait, c'est quelque chose qui compte dans les campagne aux États-Unis, d'être vraiment sur le terrain, de faire des meetings, et ça c'est quelque chose qu'elle fait vraiment. Elle incarne aussi, et c'est vrai que c'est aussi le cas de Joe Biden, peut-être une génération un petit peu vieillissante entre guillemets, même si Kamala Harris est beaucoup plus jeune que Joe Biden, ne représente pas forcément l'alternative que peut-être certains démocrates aimeraient voir émerger aujourd'hui. Le scénario selon lequel un président en place serait un peu court-circuité par une dynamique, un contexte et aussi par des candidats dissidents, ça s'est déjà vu mais c'est quand même extrêmement rare. Un exemple qui vient rapidement en tête, c'est le cas de Lyndon Johnson en 1968 qui, dans le contexte de la forte impopularité de la guerre du Vietnam, a dû renoncer à sa propre candidature devant les bons scores de ses concurrents démocrates à la primaire et notamment à l'époque Robert Kennedy, donc le frère du président Kennedy et sénateur de New York à ce moment-là, qui bénéficiait d'une forte dynamique anti-guerre du Vietnam. Et Lyndon Johnson a renoncé à se présenter pour sa propre réélection. Depuis quelques mois, pour Joe Biden, il y avait effectivement des noms qui circulaient, notamment celui du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, mais qui depuis ont fait savoir qu'il n'était pas activement en train de mener campagne. Et donc c'est vrai que c'est une petite musique qu'on a entendue à une époque et qui aujourd'hui s'est quand même visiblement adoucie. C'est vrai que quand on s'intéresse aux indicateurs économiques, c'est vrai qu'il y a une dynamique économique qui est bonne aux États-Unis. Effectivement, alors l'inflation qui a été extrêmement forte commence effectivement à ralentir. Les chiffres du chômage aussi sont bons. Il y a un vrai écart entre les bonnes performances effectivement de l'économie américaine et la réalité de la vie des Américains et notamment la réalité sociale du quotidien des Américains. Par exemple, la question du sans-abrisme a explosé dans certaines villes américaines. C'est le cas par exemple de New York, de Los Angeles. La crise des opiacés aussi est toujours un problème de fond aux États-Unis, le problème des prix élevés des médicaments également. Par ailleurs, c'est vrai que l'administration Biden, en tout cas on peut lui faire crédit d'avoir adopté de grandes lois, notamment des grandes lois d'investissement, de relance économique extrêmement ambitieuses. Il y a un problème d'affichage en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant du détail de ces lois. Un exemple très concret, c'est le
cas de la loi il y a à peu près un an sur l'inflation, l'Inflation Reduction Act, qui en fait, malgré son nom, est la grande loi climat de l'administration Biden, avec notamment beaucoup de financement sur les investissements pour la transition énergétique. Et en fait, des enquêtes d'opinion récentes ont montré que une majorité d'Américains vont se dire défavorables à cette loi parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais une fois qu'on leur explique ce qu'il y a dedans, une fois qu'ils sont informés, là, pour le coup, une majorité des Américains va être en faveur de la loi. Donc il y a un vrai problème d'affichage et de lisibilité aussi de ce qu'a fait vraiment Joe Biden et l'administration démocrate. Cette question des crédits alloués à cette question de l'Ukraine, ça a été un vrai point de conflit et en fait voilà, le compromis entre républicains et démocrates qui a été atteint justement pour le vote du budget, ça a été de remettre à plus tard la question voilà, de ce financement pour l'aide apportée à l'Ukraine. Je pense que c'est un aspect parmi d'autres, hein, c'est pas forcément l'aspect fondamental qui va déterminer si le public est en faveur ou non de Joe Biden, mais effectivement ça rentre en compte dans l'opinion que certains républicains vont avoir de Joe Biden, et notamment sur la question de la prudence budgétaire, de la prudence fiscale. En fait, je pense que Joe Biden incarne à plusieurs égards tout ce que les républicains reprouvent, c'est-à-dire un État fédéral fort qui investit sur les questions sociales et en l'occurrence aussi sur une forme d'internationalisme que certains républicains vont plutôt réprouver au profit d'une forme de protectionnisme, de faire passer les intérêts des Américains avant tout et de réduire la dette et les dépenses publiques. Donc sur la politique étrangère, je pense que ce qu'on va surtout retenir de la présidence Biden, c'est la question du retrait d'Afghanistan dans le contexte effectivement d'une débâcle, mais qui aussi répond à une forme de lassitude des Américains quant à l'engagement des États-Unis sur des terrains extérieurs. Alors la question de l'Ukraine s'inscrit aussi dans cette logique. Effectivement, on va probablement associer ça à l'héritage de Biden. Hein. Après, est-ce que ça va être l'élément déterminant? C'est probablement un petit peu tôt pour le dire. En fait, ça va dépendre probablement de l'évolution du conflit, en fait, hein, et de si les Américains vont percevoir qu'il s'agit d'un autre engagement sur plusieurs années dont on ne voit pas le bout, ce qui avait été progressivement la perception de beaucoup d'Américains de l'engagement des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Par rapport aux affaires judiciaires de son fils, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose que les républicains vont vraiment aujourd'hui retenir contre lui, puisque certains républicains à la Chambre des représentants, donc qui est l'une des deux chambres du Congrès américain, ont commencé voilà, une procédure d'impeachment à l'égard de Joe Biden, et notamment à cause des affaires judiciaires de son fils et sur le fait que Biden aurait couvert ou même parfois profiter, encourager son fils dans des questions de corruption notamment. Si ça prend de l'ampleur, ça peut effectivement être gênant pour Biden. Ce n'est peut-être pas forcément la question qui va déterminer l'élection, mais en tout cas c'est vrai que ça peut prendre de l'énergie aux démocrates et à Biden de s'occuper de ce dossier-là plutôt que de faire campagne au cours des prochains mois. A l'inverse, effectivement, Donald Trump, on voit que le calendrier judiciaire, paradoxalement, a plutôt porté son effort de campagne. Le fait qu'il ait toutes ces affaires judiciaires qui notamment prennent forme ces derniers mois, qui lui a un peu permis de capturer le champ républicain, donc au détriment de ses concurrents dans le cadre de la primaire, en se positionnant assez tôt un peu comme le martyr de la droite, le martyr républicain. C'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui il instrumentalise énormément. On se rappelle peut-être du mugshot, donc de la photo d'identité judiciaire qui avait été prise de lui en Géorgie, où il se mettait en scène de manière extrêmement combative, avec un regard vraiment presque belliqueux, pour mettre en scène dans un sens son combat personnel contre l'administration judiciaire et contre les démocrates. Donc effectivement, ce qui devient presque un argument de campagne pour Donald Trump, pour le coup, il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas de symétrie, on va dire, dans la trajectoire avec Joe Biden et les affaires de Hunter Biden, son fils.
L'une des grandes questions en fait, qui sont régulièrement posées lors des débats de la primaire républicaine, c'est les journalistes qui vont demander aux candidats, aux challengers de Trump, est-ce que si Trump sortait victorieux de la primaire, est-ce que vous lui seriez fidèle? Et en réalité, malgré le fait qu'en 2020, on a pu voir des voix dissidentes qui condamnaient Donald Trump, notamment en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole, la plupart disent que oui, qu'il lui serait fidèle et qu'il ferait campagne pour lui et qu'il voterait aussi pour lui. Ça peut sembler difficile à comprendre, mais c'est vrai que depuis quelques mois, il y a quand même une musique qui s'est mise en place côté républicain, notamment sur la question du vol de l'élection supposée, donc de l'élection de 2020 par les démocrates, sur le fait que Joe Biden aurait été élu grâce à une fraude généralisée dans plusieurs centres électoraux. C'est devenu un peu un discours, un point de ralliement de beaucoup de républicains en fait aujourd'hui, ce qui permet en fait dans un sens d'éviter aux républicains de faire leur autocritique et d'éviter d'avoir vraiment à chercher une alternative à Donald Trump. Partir du principe de cette unité, pour beaucoup, c'est une manière de mettre les divisions sous le tapis et de trouver un point commun contre les démocrates. C'est notamment une stratégie électoraliste. C'est très difficile en fait de déterminer ce que pensent réellement les uns et les autres et le degré de sincérité qu'il y a dans ce discours. Même Donald Trump lui-même, ce qu'il faut savoir, c'est que au tout début des résultats de l'élection en 2020, lui-même était finalement pas si convaincu de ça ou pas si n'avait pas ses arguments avec une telle force, était relativement prudent. Et en fait, peu à peu, au fil des semaines, en fait, il s'est radicalisé dans cette position et en fait, il s'est peu à peu complètement coupé des voix dissidentes du parti qui lui disaient que Joe Biden avait réellement gagné l'élection, et il s'est peu à peu entouré de conseillers qui, au contraire, le confortaient dans l'idée qu'il y avait eu une fraude généralisée malgré le fait que dans les États, certains élus, et notamment les élus en charge d'organiser les élections, notamment en Géorgie, lui assuraient qu'il n'avait pas eu de fraude électorale. Cet argument qui s'est mis en route, Trump lui-même s'est mis à y croire, en tout cas à l'affirmer dur comme fer, et c'est devenu très difficile pour les autres républicains d'avoir un autre son de cloche. Ce qui est aussi intéressant aujourd'hui quand on regarde les concurrents à Donald Trump au sein de la primaire, ceux qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui, ce sont un peu les émules de Trump. Il y a quelques voix dissidentes qui partent du principe qu'il faut une alternative à Trump, qu'il faut vraiment autre chose. Ces candidats-là, en fait, aujourd'hui, font pas plus de quelques pourcents dans les pronostics auprès des électeurs républicains. Et ce sont vraiment les bébés Trump, comme on les appelle, qui sortent du lot. Il y a une forme de radicalisation de certains élus républicains et qui en fait vont vont un peu remodeler l'idéologie du parti depuis la base, et c'est notamment le cas dans certaines circonscriptions rurales, de certains États du Sud notamment. L'avortement va vraisemblablement être un enjeu important pour les élections. Joe Biden n'en a pas fait le mystère d'ailleurs, dans son clip de campagne qui annonçait donc sa candidature. C'était effectivement l'un des enjeux qu'il mettait en avant. Du côté républicain, on se rend compte qu'il y a des analyses assez différentes sur l'avortement. Personne ne veut vraiment retourner à la situation avant l'abrogation de l'arrêt de la Cour suprême Roe v. Wade. Et certains vont avoir différentes propositions sur quel est le délai raisonnable dans lequel on peut autoriser un avortement. Donc il y a des débats sur la question au niveau républicain. La politisation de l'avortement est extrêmement différente, est extrêmement différente d'un territoire à l'autre. Et la polarisation de la politique américaine, on s'en rend compte aussi quand on regarde la géographie électorale des États-Unis, avec des États extrêmement progressistes, notamment comme New York, la Californie, qui aujourd'hui se présentent comme des États sanctuaires, notamment pour les femmes qui chercheraient à bénéficier
bénéficient d'un avortement et des États du Sud beaucoup plus conservateurs. La question de savoir si c'est vraiment quelque chose qui va bénéficier à Joe Biden, il faut le voir, il faudra en fait s'en rendre compte au moment où les programmes vont vraiment être mis en place, mis en avant, mais il y a fort à parier qu'effectivement pour les démocrates ça va être un enjeu majeur.